Grâce à vos dons, en 2018, TV Liberté a pu couvrir les événements d'Europe centrale. À l'approche des élections européennes de 2019, qui s'annoncent décisives pour l'avenir de notre continent, nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir continuer notre travail dans cette région la plus dynamique d'Europe. Nous sommes aujourd'hui à Varsovie. J'ai été à la frontière avec la Serbie. Chaque fois qu'on essaye d'interdire cette marche, elle grandit, elle est multipliée. Merci encore pour votre participation active et en 2019, nous avons à nouveau besoin de vous. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier. Je suis content de vous avoir à mes côtés, vous allez poser des questions pertinentes, j'en suis convaincu. Et chers téléspectateurs, nous allons aujourd'hui parler de Trump et de l'Amérique. Il y a longtemps que nous n'avions pas parlé, et nous allons parler avec une de celles qui connaît mieux le sujet, c'est Evelyne Josselin. Merci. Bonjour Evelyne, merci bonjour d'être Pierre, bonjour Olivier. Présente sur ce plateau. Vous êtes essayiste, vous avez écrit d'assez nombreux livres, dont un livre sur les think tanks américains, et puis Trump, donc pour le meilleur et pour le pire, pour lequel je vous avais invité, vous écrivez dans les 4 vérités, et vous avez une émission sur Radio Courtoisie. Nous allons diviser cette émission en 3 parties, mon cher Pierre. On va commencer avec vous par le bilan du mid-term, et donc la vie américaine. Puis, nous irons, la vie politique américaine, sur l'économie et la société américaine, pour comprendre un certain nombre de choses que vos articles éclairent avec bonheur d'ailleurs. Et puis enfin, en 3e partie, on étudiera la dimension internationale du problème Trump, et on verra ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite, l'Iran, et bien d'autres choses encore, et la Russie, et l'immigration, bref, du pain sur la planche. Alors, chère Evelyne, question toute simple. Il y a eu des élections. Oui. Qui a gagné ? Éclairez nos téléspectateurs. Alors, il n'y a pas de victoire absolument franche pour Trump, mais néanmoins, comme je l'écris, c'est plus le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Parce que quand même, il a eu ce qu'on appelait un Sénat bon à rien pendant les 2 premières années de son mandat. Et le Sénat s'est réveillé en dernier avec l'affaire Kavanaugh, dont vous avez certainement entendu parler. Et là, des républicains mous ont finalement décidé de rejoindre leur camp et d'être ferme vis-à-vis d'une opposition franchement déjantée. Et donc, Trump a fait campagne, il a nationalisé les élections, il a fait campagne lui-même, alors qu'il n'était pas en lice. Il a fait campagne pour soutenir les candidats qui lui semblaient être, dont l'élection ne lui semblait pas acquise. Et là, de ce point de vue-là, il a largement gagné, puisqu'il a tout de même, alors ça ne porte que sur quelques postes, mais néanmoins, il a largement gagné, puisqu'il a désormais non seulement un parti républicain resserré autour de lui, mais il a un Sénat qui est plus ou moins, et plutôt plus que moins, épuré de ces Never Trumpers et de ces Rhinos, les républicains de non seulement. Et donc, il a in name only. Voilà, Republicans in name only. Et donc, il a un Sénat plus fiable encore que, bien entendu, il y en a toujours qui voudront faire leur diva, comme faisait McCain. Et il y a notamment l'arrivée de Mitt Romney,
Oui, ancien candidat à la présidence. Le perdant à la présidence en 2012, qui, là, vient de gagner un poste sénatorial. Donc, comment Romney va-t-il se conduire? C'est lui la carte inconnue dans l'équation. Et donc, néanmoins, je pense que Trump a un Sénat sur lequel il peut compter davantage que sur le précédent. Oui. Et ça, c'est une très bonne chose, parce que le Sénat, c'est quand même l'essentiel. C'est ce qui lui permet de faire passer les gens qu'il désigne à des postes de très haut niveau. C'est également par le Sénat qu'il peut faire accepter les mesures et les traités en politique internationale, au lieu de gouverner par décret. Malheureusement, la Chambre lui échappe, mais la défaite est relative. Cette défaite, en tout cas, il perd sa majorité à la Chambre des représentants. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'il va pouvoir appliquer maintenant sa politique alors qu'il n'a plus cette majorité à la Chambre? Vous avez tout à fait raison. La Chambre... alors d'abord, je relativise la perte. C'est la même à peu près que celle de Reagan, à une voix près. Absolument. Bon, donc voilà. Et quant à Obama, lui, ça avait été la Bérésina. Les deux. Voilà. Les deux, il avait perdu les deux chambres. Exactement, en plus. Oui, exactement, mais voilà. pas une seule fois, les médias français ne l'ont dit. Oui. La comparaison. Non, il a perdu la Chambre en 2000... attendez, c'est aux deux élections différentes en même temps que... Il n'a pas perdu les deux d'un coup. Mais il a perdu successivement. Successivement, voilà, c'est ça. Donc là, c'est parfaitement dans la norme. Les élections de mi-mandat, souvent... c'est une remise en question. Il ne faut pas oublier que la Chambre, plus que le Sénat, ce sont des affaires locales. Il y a aussi la personnalité du candidat, il y a les questions locales qui jouent, si le stade de rugby a bien été construit, des choses comme ça, de ce genre-là. Donc, mais c'est néanmoins une perte. Alors, dans quelle mesure est-ce que cette perte est dommageable? Effectivement, c'est la question du budget. Ils vont probablement, les démocrates tels qu'ils sont aujourd'hui ne sont plus des gens modérés du tout, ça n'a rien à voir avec le parti de Roosevelt et de Truman, et même de John Kennedy. Et même on pourrait dire, même si le personnage est détesté à juste titre pour beaucoup de raisons, ce n'est même plus le parti de Lyndon Johnson. C'est véritablement un parti qui, dans les années 70... de parti carrément d'extrême gauche. Oui, c'est un parti socialiste. Ce que vous dites, c'est très intéressant. Parce les que 68 arts, dans l'esprit. Vous dites, ce sont des socialistes mondialistes. Tout à fait. Et ça, je crois que vous mettez l'accent sur un basculement très très important dans la vie politique américaine. En effet, même Johnson n'était pas aimé, mais il y avait chez les démocrates américains, disons, un certain patriotisme. Bon, ils jouaient le jeu. Aujourd'hui, le mondialisme s'est emparé de toute cette gauche. Tout à fait. Et elle est véritablement c'est-à-dire que le relativisme a gagné ce parti, en tout. Relativisme moral, relativisme en matière de politique étrangère. Non, après tout, l'URSS n'était pas vraiment notre ennemi. C'est plutôt les républicains qui sont les ennemis de l'Amérique. Voilà, c'est ce genre de pensée. Jusqu'à Lyndon Johnson, les choses étaient plus claires. Les présidents américains, même démocrates, étaient, je pense, véritablement fiers de leur pays et attachés à la Constitution. Dans les années 70, il y a eu une mue, quelque chose notamment dû aux frères Kennedy et Ted Kennedy, qui est à l'origine de la fameuse loi d'immigration de 1965. Et donc les choses ont mué vers une politique 68arde et qui se radicalise de plus en plus. Et avec Obama, on a atteint les sommets et maintenant voilà où nous en sommes. Est-ce que vraiment ce tournant s'est effectué pendant les années 90 Vous nous évoquez ça a commencé, je vous dis avant, dans les années 70. Mais ça s'est vraiment concrétisé avec le mandat Clinton. Avec Bill Clinton, bien entendu. Ça a été le premier président 68ard. Et puis après... vous dites 68, pardon, mais c'est 65 en réalité. C'est Berkeley. Ça commence en 65. Oui, mais l'année 68 est également une année majeure dans la contestation américaine aux États-Unis. Ça a commencé chez eux bien avant. Et c'est en 1962 que s'est établi la SDN du gouverneur très à gauche qui avait épousé Jane Fonda. Oui, je suis en train d'oublier son nom. Tom. Oui, ça reviendra. Enfin, ça nous reviendra. J'avais fait d'ailleurs un papier. Il est décédé exactement à l'époque où Trump a gagné les primaires. Ah oui, d'accord. C'est amusant. Tom Hayden. Voilà.
Voilà. Bravo. Donc voilà, les choses avaient commencé bien avant, mais néanmoins l'année 68 a été déterminante et c'est elle qui a déclenché 68 chez nous et en Allemagne. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit 68 là, même si vous avez raison, ce sont toutes les 60s qui sont concernées. Voilà. Et on en subit aujourd'hui les conséquences de plein fouet, parce qu'il lui aura fallu 50 ans quand même pour arriver. Et le gros problème, et j'en aurais terminé, le gros problème des républicains, partout où ils sont, pas seulement aux États-Unis, mais dans nos démocraties occidentales, c'est de ne pas avoir compris qu'on leur lançait une guerre et de ne pas avoir relevé le défi et de s'être laissé enfoncer comme ça. Voilà. De n'avoir jamais... et Trump, s'il choque tellement, c'est parce qu'il est le premier, moi je l'appelle guerrier culturel, le premier à rendre coup pour coup. C'est le style populiste. Alors, il n'accepte pas, lui, le mot populiste pour lui-même, il préfère nationaliste. Mais vous avez raison, et populiste, pour moi, n'est pas un gros mot. Et en face de lui, la plutocratie socialiste mondialiste, dites-vous. Et d'ailleurs, cette qui est richement subventionnée. C'est ça. Voilà. C'est que, alors, vous l'écrivez dans un article très intéressant des 4 vérités, c'est que le budget des démocrates est 3 fois supérieur à celui des républicains pour ces élections. Ils roulent sur l'or. Ils ont avec eux la plupart. Alors, il y a eu une émission très malhonnête à la télévision française qui voulait faire croire que parce que Trump avait bénéficié des subsides de Mercer, qui est un des rares millionnaires à avoir pris le côté de Trump, les frères Koch n'ont pas du tout, ils sont libertariens, n'ont pas aidé Trump. Donc il y a un seul milliardaire qui a aidé Trump. Alors on ne compte plus les milliardaires rouges qui soutiennent les causes dites progressistes, qui à l'occasion, j'en profite pour le dire, n'ont absolument rien de progressiste dans le véritable sens du terme, mais qui veulent dire socialiste. Hein. C'est un mot pour déguiser la réalité, c'est un cache-sexe, donc un cache-misère. Donc en fait, progressiste, moi à mon avis, je trouve qu'ils vont à reculons. C'est du, comme vous le disiez, c'est du marxisme déguisé, hein, tout simplement. Voilà. Donc ces gens-là sont très riches, ils roulent sur l'or, ils ont toutes les grosses sociétés de la Silicon Valley pour eux, toutes les grosses firmes mondiales et mondialistes. Elles sont pas seulement mondiales, elles sont mondialistes parce que mondialisme, c'est une politique, c'est une idéologie. Et donc oui, l'argent est à gauche. L'argent est à gauche. Ça n'a pas toujours été le cas. Voilà, non, ça n'a pas toujours été le cas. Les républicains, autrefois, avaient pour eux les grosses sociétés, les grosses industries. Voilà, mais ça a mué dans les... Pareil. Dans le numérique, par les GAFA, etc. Et même un peu avant, des Clinton. Alors, il y a $1 milliard pour l'élection à la Chambre des représentants, 513 millions de dollars pour le Sénat, pour les démocrates, et 500 millions pour les républicains. Je dis 500 petits millions même, parce qu'à côté, ça semble dérisoire. Donc, il faut que les républicains, s'ils veulent prévaloir, il faut qu'ils fassent preuve de talent. C'est le talent seul qui peut inverser cette courbe très regrettable. Et est-ce que d'ailleurs, excusez-moi Olivier, est-ce qu'il existe une couverture un petit peu comme le CSA, un équilibre de parole entre les candidats, que ce soit républicains ou démocrates? Oui, quand il y a des débats, le temps, théoriquement, oui. Mais on a pu voir dans les débats présidentiels qui ont eu lieu en 2016 que la plupart des... Comment les appelle-t-on en français? Les panélistes, les journalistes qui avaient été accrédités à poser des questions à Trump posaient la plupart du temps des questions tendancieuses et étaient plutôt de l'autre côté. Parce que les médias, bien entendu, les médias qui sont également très riches, sont à 90% à gauche. C'est manifeste. Et se savent soutenus, voilà. Chez nous, c'est 100%. Oui, ou presque. Bon. Voilà. Enfin, à part quelques expressions. Quelques îlots de liberté. Comme TV Liberté, par exemple, mon cher Pierre. Alors, Évelyne Josselin, nous savons qui a gagné, mais nous ne savons pas qui a perdu. Or, il y a quand même des milliardaires, et en tout cas des plutocrates démocrates qui sont allés au tapis dans cette élection. Et vous le dites, et seule Nancy Pelosi s'en est tirée. Mais Nancy Pelosi est une milliardaire aussi. Alors je vous confie une chose, je ne suis pas très au courant des résultats chez les démocrates. J'avoue que ça ne m'a pas passionnée. J'ai plus concentré mes observations sur les perdants républicains. Parce qu'il y a eu des perdants... il y en a un célèbre, Walker. Lequel? Walker.
Ah oui, mais lui, c'était pas pour la Chambre, c'était comme gouverneur. Comme gouverneur, pardon. C'est très injuste. Oui. C'est aussi injuste que Churchill remercié après la guerre, 46, parce qu'il a véritablement fait beaucoup pour le Wisconsin, et donc j'espère vraiment c'est un homme très valable. J'espère vraiment que Trump va l'appeler un jour ou l'autre à un poste ministériel. Oui, c'est mon souhait personnel. J'ai rien lu dans ce sens, mais souvent ça marche au feeling, et je pense que de même qu'il a fini par appeler Bolton comme je le souhaitais dans mon livre. Je crois que par contre, il s'est débarrassé de James Sessions pour le alors c'est très regrettable, et en même temps on peut le comprendre, parce que Sessions, qui était un homme remarquable au Sénat, qui avait justement, il aurait été mieux qu'il reste au Sénat. Au Sénat, il était le chef de file des sénateurs qui s'insurgent contre l'immigration-invasion que l'Amérique subit. Et Sessions était véritablement l'homme de la question de l'immigration. Et c'est sur ce sujet, c'est d'ailleurs à cause de cela qu'il a le premier soutenu. Il a été le premier à comment on dit, endorse, à soutenir politiquement Trump. Il a été la première personnalité importante à rejoindre Trump dès janvier 2016. Dès janvier 2016. Et donc, il a été extrêmement loyal, et c'est un homme de grande valeur. Un homme de grande valeur, et un juriste éminent. Alors, oui, d'ailleurs, même plus largement, pourquoi autant de départs de l'administration Trump, là, ça, dimanche, oui, mais là, faut pas... Il a encore annoncé qu'il y aurait de nouveaux départs. Oui. Alors là, c'est parce que Trump fonctionne en homme d'affaires, et que quand il change souvent, de même que quand il était à la tête de son empire, et qu'il employait du personnel, une fois que, par exemple, la partie maçonnerie, béton est terminée, on passe à autre chose. Il voit la politique un peu de cette manière-là. Donc il change le personnel en fonction des nouveaux événements, là en fonction des nouvelles élections. Et puis bien entendu, il y a aussi des rancœurs qui s'installent parfois, des frictions. Alors des fois c'est pas avec le président, ça peut être entre personnels qui s'entendent pas bien, donc il veut pas que ça puisse avoir une influence néfaste sur sa politique. Donc il pense qu'il vaut mieux. Chacun a eu sa chance, et il pense qu'on n'est pas politicien de carrière. C'est la première chose aussi. Et ça, c'est très américain, c'est un retour à la Constitution d'origine. Donc, il veut donner leur chance à davantage. Et peu à peu, mine de rien, il s'entoure quand même de gens qui sont plus proches de son agenda, comme on dit maintenant, c'est-à-dire de son programme présidentiel. Alors, nous allons faire une pause, et nous allons aborder plus globalement l'état de la société américaine, et notamment le problème de l'immigration, par exemple. J'ai oublié de vous dire une chose importante, vous me parliez des budgets. Il ne faut pas s'affoler parce que la Chambre, qui tient les cordons de la bourse, va systématiquement lui refuser le financement de tout ce qu'il aura obtenu du Sénat. Parce que c'est inouï quand même, il aura le feu vert du Sénat et l'interdiction. Donc, il y a des moyens. Et si on lui dit, il pourra dire, mais comment a fait Obama pendant 8 années? Il a sans cesse agi ainsi, il a puisé dans les caisses de chaque agence gouvernementale pour financer ses projets. Donc il a ça qu'il peut faire. Il a obtenu pour son mur, pour vous donner un seul exemple, pour son mur, il a le choix. Même si la Chambre lui refuse un cent, il a le choix. Il peut soit puiser un peu, puisque c'est de la sécurité nationale, il peut puiser dans le budget important qu'il a obtenu l'an dernier lors du vote budgétaire. Il a obtenu quand même 1,7 milliard pour l'armée, donc il peut en prendre une petite partie. Une marge budgétaire. Il peut également, les agences gouvernementales qui s'occupent de ces questions sont pour l'instant assez bien renflouées, donc il peut prendre l'argent là. Il peut également faire quelque chose qui serait peut-être pas populaire auprès des démocrates, mais que beaucoup d'immigrés légaux approuveraient, en plus des républicains, c'est d'instaurer un impôt léger, une petite taxe, disons, sur les remittances, c'est-à-dire tout cet argent qui retourne en Amérique du Sud. C'est ça, c'est les transferts. Voilà. Il peut également, en France, les transferts unilatéraux. Voilà, c'est ça. Voilà. Et alors, donc, il peut prendre une petite partie là-dessus. Ça ferait pas rire les gouvernements mexicains ou des autres pays. Il peut le faire. Il peut également faire une autre chose que tout le monde lui conseille, et moi, si je pouvais, je lui conseillerais aussi, c'est de couper les vivres aux cités sanctuaires et aux États sanctuaires. Oui. Voilà. Donc là, qu'est-ce que vous appelez État sanctuaire? Les municipalités de certaines villes
où les autorités de certains États ont décidé de ne pas appliquer les lois en matière d'immigration illégale et de remettre dans le circuit des récidivistes, voilà. Et donc c'est complètement, premièrement, contraire à la loi. Deuxièmement, c'est un danger pour la société, y compris pour les immigrés légaux, Absolument. qui ont le droit d'être protégés aussi. C'est un danger pour les femmes, qui, paraît-il, n'ont pas voté assez pour Trump. C'est un danger pour tout le monde. Et donc, ces cités dites sanctuaires, c'est encore, comme tout avec la gauche, c'est une perversion du vocabulaire. Sanctuaire pour qui? Pas pour les citoyens américains, pour les criminels illégaux. Eh bien, nous allons faire une pause et nous allons revenir sur ces problèmes qui sont des problèmes de société américaine très importants. Alors Pierre, nous étions aux États-Unis en compagnie d'Evelyne Josselin et nous avons parlé des élections de mi-terme. Ça nous a amené à réfléchir sur la société américaine et notamment à ce que vous disiez qui m'a beaucoup intéressé, à savoir que les immigrés légaux protestent contre ce qui se passe. Alors la sanctuarisation des immigrés illégaux dans certaines villes, notamment en Californie, hein, mais aussi l'arrivée des... c'est des Honduriens, autant que je me souvienne. Honduras. Des habitants du Honduras. Enfin, toute l'Amérique centrale, pratiquement. Voilà. Guatemala, Honduras, etc. Bon, ces gens-là, évidemment, Trump s'est montré d'une assez grande sévérité, mais il se trouve qu'on a vu même des citoyens américains se constituer en milice. Oui. Je risque le terme. Ça fait partie du second amendement. C'est dans la Constitution américaine. En effet. Il y a plein de choses là sur lesquelles on aimerait vous entendre, Pierre et moi. Bon, d'abord, on voit bien que des immigrés légaux ont voté pour Trump. Bien sûr. Ça, c'est quand même... Les emplois aussi, ça les intéresse. Ben, bien sûr, bien sûr. Et la sécurité aussi, ça les intéresse. Et donc, la carte qu'on voit derrière nous montre très bien que les démocrates sont sur les extrémités, si je puis dire. La côte Est tout à fait. Hein, et la Californie. Hein. Et au milieu, l'Amérique profonde. Au milieu, voilà, c'est ça. Mais enfin, l'Amérique profonde, elle est aussi large. Tout à fait. C'est quand même très intéressant de voir et ça. Et plus complexe qu'on ne le croit. Oui, c'est pas les rednecks, c'est pas les beaufs, c'est pas le... Il n'y a pas le mépris qu'on entend dans l'intelligentsia française, ou américaine d'ailleurs. Et d'ailleurs, Evelyne Josselin, comment vous expliquez justement cette répartition des démocrates qui sont sur l'océan et des républicains qui sont au cœur? Je ne sais pas si je peux me l'expliquer, je ne sais pas d'où c'est venu. Il y a disons que la Californie et la côte Est ont toujours attiré l'argent, ce qui est puissant, l'intelligentsia aussi. C'est un petit peu normal. Le centre est plus rural. Le centre est plus rural, plus sans aucun doute. Oui. Plus profond, plus... J'ai pas d'explication véritablement solide à vous donner. Il y en aurait certainement, mais je les ai pas là en tête. Il y a l'influence aussi des universités. Oui. Et puis aussi les communautés juives, même si la diaspora juive est réelle aux États-Unis, y compris dans les États ruraux, sont quand même concentrés, puisque les Juifs, lorsqu'ils sont venus d'Europe, la plupart sont dans des métiers intellectuels. Donc c'est un peu pour ça aussi qu'ils tiennent des postes importants, et on sait que malheureusement ils sont encore à 70-75%, si c'est pas plus, démocrates, par tradition la plupart du temps. Donc c'est ça aussi, il y a une concentration également. Mais la tradition s'inverse, parce que pendant un moment, les Noirs, par exemple, et le Sud a été démocrate. Ça peut évoluer. Et vous voyez que ça s'est complètement renversé aujourd'hui. Oui. On sait qu'une partie de la middle class noire, des Afro-Américains, a voté pour Trump. Pas la totalité, bien sûr. Non, loin de mais là. une partie d'entre eux ont voté pour lui. Néanmoins, 5% du vote noir ou du vote latino peut déjà faire basculer les choses. On l'a vu à ces dernières élections. Voilà. Moi, je vois au Texas, par exemple, parce que je connais un peu mieux que les autres États, les latinos sont déjà... Les latinos bien intégrés, qui ont bénéficié de l'ascenseur social américain et qui fonctionne quand même pas si mal, sont très favorables à Trump. Alors, parce que vous me parlez du Texas, il se passe quelque chose qui est à la fois un peu inquiétant, réjouissant d'un côté mais inquiétant de l'autre. Vous savez que le Texas, étant donné qu'il a
une fiscalité beaucoup plus attractive que la c'est Californie, reçoit énormément de gens qui votent avec leurs pieds Oui. et qui vont s'installer, qui partent de Californie pour aller s'installer au Texas, ou dans l'Arizona ou dans le Nevada, bref. Et malheureusement, ces États qui sont rouges, puisque par encore une perversion du vocabulaire, les États rouges sont désormais les États républicains et les États bleus, ça devrait être le contraire. Voilà. Eh bien, sur la carte, en tout cas, ils partent parce que fiscalement, ils veulent bien que les autres payent des impôts ça leur donne, comment dirais-je, bon moral, que l'argent soit redistribué aux classes modestes. Mais ils veulent pas que ce soit les leurs, ils veulent pas que ce soit leur argent à eux. Donc ils émigrent fiscalement, mais en même temps ils trimballent avec eux leurs idées 68ardes et soi-disant progressistes, qui n'ont rien de progressiste. Et donc malheureusement ils font basculer les États traditionnels comme le Texas, vers un État violet, comme on les appelle. Oui, voilà, c'est un phénomène récent. Voilà. C'est à cause, en effet, du déplacement. Voilà. Et puis, parce que la fiscalité californienne c'est la fiscalité en premier. Effroyable. Voilà. Mais pourquoi? Il faut le dire pourquoi. C'est que la Californie a dépensé. C'est l'État-providence type. Voilà, exactement. Qui, après 4 décennies de milliards, je ne sais plus combien de milliards, des trillions, des trillions à vrai dire, de dollars, prouve l'échec du socialisme. Voilà, c'est l'État américain, c'est la preuve de l'échec du socialisme par la Californie. Oui, absolument. Voilà, absolument. Et il ne reste que quelques îlots riches, bien entendu, ou de personnes hyper protégées dans les communautés grillagées ou emmurées. Et franchement, la Californie, moi j'y ai vécu il y a une trentaine d'années comme assistante, eh bien c'est plus ce que c'était. À l'époque, c'était déjà très latinisé, très asiatisé, mais c'était très agréable. Là, aujourd'hui, véritablement, il y a un mouvement de bascule qui s'est produit et il y a des cités, comme une des plus belles villes, comme San Francisco, eh bien, vous trouvez partout des seringues par terre, des excréments. C'est véritablement une paupérisation et une tiers-mondisation de ce qui était autrefois véritablement un des fleurons de l'Amérique. Moi, j'ai connu San Francisco il y a une vingtaine d'années, c'était magnifique. Mais c'est plus le cas. Elle avait même des allures occidentales. Tout à fait. Et là, on ne compte plus les gens, et pas que des immigrés, on ne compte plus les gens qui couchent sous des ponts, etc. Et ça, c'est un des... Alors, l'État-providence d'une part, et d'autre part, le laxisme en matière de drogue. Ces drogues, elles viennent également par l'immigration incontrôlée. Voilà, c'est ça qu'il faut bien savoir. Donc, il est très utile que Trump fasse construire ce mur parce que ça n'empêchera pas les tunnels des gangs et des cartels mais au moins, ça empêcherait l'immigration. Ça empêcherait que les forces soient toutes absorbées à maintenir les frontières sur d'immenses distances, et ça permettrait aux forces des frontières de se concentrer sur les dangers réels. Evelyne Josselin, vous évoquiez à l'instant cette paupérisation dans un certain nombre de villes américaines. C'est vrai que le président américain revendique un bilan économique satisfaisant avec 4% de chômage, 4% de croissance, mais il y a encore, apparemment, ce sont des chiffres officiels, il y a encore 42 millions d'Américains qui ont recours à ce qu'ils appellent des bons alimentaires. Mais Trump en a déjà supprimé plusieurs... Quelle est justement la progression? Est-ce que ces personnes, ce taux de pauvreté recule aux États-Unis? Ah oui, très nettement. Là, j'ai pas le chiffre en tête, là, j'ai pas apporté les notes pour ça, mais... je crois que c'était passé de 47 à 42, là, les oui, 3-4 dernières même encore années. Un peu plus, c'est quand même déjà ça. Dans les bassins miniers de charbon, par exemple, la paupérisation s'est arrêtée. Oui. Parce que, évidemment, il a repris... Et faire venir les emplois. Et on exploite de nouveau le charbon des Appalaches, par exemple. Qui avait été systématiquement fermé par Obama. De même qu'il a obtenu que la fracturation hydraulique continue, se poursuive, il a obtenu... Donc ça apporte du travail à des millions de personnes, et forcément les fameux tickets nourriture, qui étaient employés du reste à beaucoup d'autres choses que la nourriture, il faut bien le dire, y compris des piercings, des téléphones portables, voilà, je dis pas que certains n'allaient pas à la nourriture, comme c'était le but, mais voilà, exactement. Donc un petit peu comme l'échec restaurant, voilà. Donc Trump fait un petit peu ce que Clinton avait dit et commençait à faire grâce à un Sénat républicain en 1994, faire retourner du welfare au workfare, c'est-à-dire vous désintoxiquer du welfarisme, de l'État-providence, pour vous faire retrouver l'éthique et la fierté du travail et de l'argent que vous avez gagné. Et ça, c'est un des plus beaux succès de Trump jusqu'ici. Et je pense que ça va se poursuivre.
Alors toujours sur l'immigration, on parle d'abolir le droit du sol, il en parle. Ça c'est très intéressant parce que ça pourrait se faire par une décision de l'exécutif passant par-dessus, évidemment, une chambre de représentants qui serait hostile. Qui serait hostile, bien entendu. Alors, le 14e amendement... Alors, le 14e amendement, en fait, n'instaure pas un droit du sol. Le 14e amendement a été voté en 1868, donc c'est une des conséquences. Et il y en avait eu un autre avant, moins important. En fait, il y a eu trois mesures votées, 66, 68, puis il y en a une troisième. Mais le plus important, c'est celui de 1868, le 14e amendement, qui a été voté pour protéger la communauté noire qui venait d'être libérée par les républicains. Parce qu'il faut quand même rappeler que c'était les démocrates qui étaient les esclavagistes. Enfin, en tout cas, politiquement. Mais ils sont toujours esclavagistes. Vous savez pourquoi? Oui. Parce qu'ils font venir de la main-d'œuvre à bon marché. Exactement. Et c'est toujours de l'esclavagisme. Et si vous êtes noir et intellectuel conservateur, vous êtes un Uncle Tom, comme ils les appellent, ce qui est tout à fait. Voilà. Vous n'avez pas le droit de sortir de la plantation démocrate. Exactement. Voilà. Il y en a un qui est célèbre, qui est noir, intellectuel. Il y en a de beaucoup, haut niveau, il c'est Thomas Sowell. Oui, c'est un des plus connus, mais il y en a beaucoup. Je recommande à nos téléspectateurs d'aller lire les articles de Thomas Sowell. C'est absolument extraordinaire. Il y a beaucoup Alors, il y a même un groupe qui s'était fondé à l'époque du Tea Party, qui est le caucus noir pour les Tea Party, présidé par une femme remarquable qui s'appelle Maureen Dinelli. Et donc, il y a beaucoup d'intellectuels noirs américains. On ne parle pas assez d'eux, je trouve, parce qu'ils apportent D'abord, ils ont une liberté de langage, puisqu'ils sont noirs, qui est rafraîchissante, parce qu'eux peuvent se permettre de dire des choses que les Blancs ne pourraient pas, ils seraient taxés de racisme aussitôt, bien entendu. Donc, on ne parle pas assez d'eux, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, ils pourraient abolir le droit du sol, alors? Il n'y a pas de droit du sol, comme on l'appelle chez nous. Le 14e amendement. Alors, la chose importante à savoir sur ce 14e amendement, c'est que dit tout citoyen né sur le sol américain, mais c'est pas tout, est assujetti à la juridiction de l'État où il est né, est américain. Et cette deuxième partie, cette deuxième proposition de la phrase qui figure dans l'amendement n'est jamais reprise. On ne prend toujours que la première proposition. Voilà. Et la deuxième, la proposition conditionnelle, à condition... Voilà. Il faut qu'il soit aussi sujet. Donc, ce qui fait que si vous êtes un âne et que vous naissez dans une bergerie, ça ne fait pas de vous pour autant un mouton. Voilà. Et donc, la chose à savoir, c'est que cet amendement, on ne doit pas l'abolir. Il a été très, très utile à l'époque. Il a été voté, du reste, par des sénateurs qui n'auraient jamais imaginé que l'Amérique puisse un jour connaître ce genre de pression migratoire et ce genre d'argument. Que si vous êtes né là, vous êtes automatiquement américain. Il a été voté pour protéger les citoyens noirs qui venaient d'être libérés. Il ne protégeait même pas les Indiens, puisque les Indiens n'ont eu leur propre reconnaissance comme citoyens américains qu'en 1927, c'est-à-dire pratiquement 50 ans après, puisque les Indiens, eux, se réclamaient citoyens de leur nation, des nations indiennes. Oui. Donc c'était pas la juridiction, vous comprenez? Et donc la deuxième proposition est plus importante que la première et n'est jamais prise en compte. Et si Trump fait quelque chose, ce ne sera pas d'abolir le 14e amendement. Non. Ça sera de spécifier ce genre de choses. D'accord. Cependant, la charia est entrée à la Chambre des représentants, à la personne de Rashida Tlaib et de Ilhan Omar. La deuxième personne est d'ailleurs voilée. Voilée. On voit son menton, ses yeux, ses sourcils, et c'est à peu près tout. Et ce costume, il paraît qu'il y a une mode de la charia, il paraît qu'il y a des très jolis... je veux bien, mais néanmoins, c'est un costume, je ne peux pas le considérer comme un costume folklorique. Parce que ce serait pas désagréable, ce serait même amusant. C'est seulement ça. Ça me dérangerait pas du tout d'avoir un sénateur au Capitole en kimono, ou pourquoi pas, si c'est pour... Mais là, c'est un habit politique. S'habiller comme ça, c'est un témoignage politique, c'est une déclaration politique. Donc c'est là où c'est ennuyeux. Et alors, le danger, c'est qu'il y a énormément de lobbies. Il y a ce qu'on appelle le lobby musulman aux États-Unis, qui évidemment a fait Flores sous Obama, bien entendu. Voilà. Et qui a ses entrées... Alors, c'est pas du tout la même chose que chez nous, c'est vraiment dans les hautes sphères de l'administration. Il y a un lobby et dans le fameux marécage, et on est plein aussi. D'origine sunnite, non, d'origine chiite, autant. Il y a le lobby iranien. D'accord. Ah oui, il y a un lobby iranien, c'est vrai. Alors, il y a d'ailleurs beaucoup d'Iraniens aux États-Unis. Alors, attention, beaucoup
viennent de l'Iran du Shah. Du Shah, oui, bien sûr. Bien sûr. Et ceux-là sont très agréables. Bien, ils partagent. En général, ils ont la nostalgie de leur pays, ce qu'on peut comprendre. Mais en même temps, ils se sont très bien adaptés. Ils ne font pas de contestation aux États-Unis. Ils vont pas voilà. Mais il y a un lobby iranien plus récent qui a connu donc de très beaux jours sous Obama et qui est là et qui a été très déçu de l'élection de 2016, bien entendu. Eh bien, vous nous avez ménagé tout naturellement la transition vers la troisième partie que nous allons faire, en évoquant la politique étrangère et les relations de l'Amérique avec, évidemment, l'Iran, l'Arabie Saoudite. Alors, Evelyn Jocelyn, essayiste, auteur de plusieurs livres sur les États-Unis, dont Trump pour le meilleur et pour le pire. Le président Trump s'est rendu à Paris, il a rencontré le président français, et le pour moins les commémorations du 11 novembre. Oui, voilà. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été, pour le moins critiquable, la façon dont ça s'est passé. Je ne parle pas critiquable d'un côté. Oui, d'un côté. Je ne parle pas de M. Macron mettant sa main sur le genou de Trump, mais il est habitué à mettre sa main un peu. On n'a jamais vu ça nulle part. Enfin. Oui. Bon, mais tripoter quelqu'un. Bon, c'est notre grand tripoteur. Bon, tripoteur en chef, s'il vous plaît. On pourrait dire ploter, même. Soyons sérieux. Soyons sérieux, car malheureusement, il vaut mieux en rire avant que d'en pleurer. Donc, Trump à Paris, il a essuyé un camouflet quand même, mais il a répondu, me semble-t-il. Pas sur le moment. Non, pas sur le moment. Pas sur le moment. Pas sur le moment, ni même l'après-midi. L'après-midi, il est allé honorer ses propres morts à un cimetière sous la pluie. Parce qu'on a aussi dit comme il n'aimait pas la pluie, il ne voulait pas aller dans un cimetière qui était à 1 heure au nord de Paris. Enfin, tout ça est dû au service de sécurité qui lui donne des ordres. Oui. S'il reçoit des ordres, c'est d'un seul organisme qui est la sécurité. Donc, il a répondu parce que c'est pas seulement lui qui a été insulté. C'est quand même toute l'Amérique. Et puis en même temps, moi, je dirais que le débat est plus large. Je pense que cette question de nationalisme contre le mondialisme, c'est véritablement la question clé de nos sociétés occidentales. Ça traverse tous les peuples occidentaux. Et ça ne concerne pas du tout les gens d'Asie ou du monde arabe ou du monde africain ou même de l'Amérique latine. C'est très strictement européen. Voilà. Donc, Trump est non seulement le défendeur des opprimés, des classes sociales plus que moyenne aux États-Unis, non seulement le défendeur de l'Amérique, non seulement il ne veut plus que l'Amérique soit la bonne poire, comme il dit dans tous les traités internationaux, que ce soit commerçants ou politiques, mais en même temps, il s'est posé dès juillet 2017, rappelez-vous, à Varsovie, dans son superbe discours du 6 juillet, il s'est posé comme le défenseur de la civilisation occidentale. Et c'est à ce titre qu'il a été en fait humilié par Macron sur à plusieurs titres. C'est sous prétexte de faire une armée européenne. M. Macron annonce qu'il craindrait l'Amérique. On a des raisons de craindre l'Amérique, mais peut-être pas là où M. Macron veut la placer. C'est très curieux. Et des raisons de craindre l'Amérique, enfin moi c'est une chose contre laquelle je m'insurge, parce que jusqu'à présent, quelle a été la menace américaine? Quelques McDo qui sont là, par-ci, par-là, la langue anglaise qui effectivement prévaut, mais même si mes amis anglais du Brexit arrivent à sortir un jour de ce bunker, ça sera quand même l'anglais qui sera la langue la plus utilisée partout, parce que c'est devenu la langue internationale, qu'on le veuille ou non, parce que c'est la plus pratique, celle qui a le plus de niveaux. Ça n'empêche pas que nos langues puissent prospérer, mais en tout cas, les choses sont comme ça. Donc, je pense que cette hégémonie américaine, elle est vraiment très mal perçue. Et là, Macron, justement, ce jour-là, il a puisé dans ce réservoir sans fond qui est l'anti-américanisme primaire, en plus.
Voilà. Alors, oui, mais il y a un problème. Parce que lui, il se voit comme le Napoléon de cette future Europe qui est en devenir. Là, il se trompe. Mais... Oui, parce qu'à l'étranger, les autres ont également les mêmes vues pour eux-mêmes. Juncker s'y verrait bien aussi. Oui, bien sûr. Mais là, non, mais il y a un vrai problème, Evelyne Jocelyn. Parce que voilà, vous nous dites, Trump ne veut pas que l'Amérique soit une bonne poire. En réalité, quand il dit ça, il ne veut pas que le peuple américain soit la victime des mondialistes américains. En revanche, il y a un vrai problème qui est posé par l'Amérique, c'est-à-dire l'usage du dollar, qui implique l'usage des lois américaines. Et puis, prenons un exemple. Vous savez que l'Iran a un pétrole très bon marché. Bon, meilleur marché que le saoudien. Meilleur marché, en dessous du prix du marché. Bon. En ces périodes de gilets jaunes, je savais pas. Oui. En ces périodes de gilets jaunes, ça compte. Ce serait une bonne idée d'acheter du pétrole iranien. Sauf que l'oncle Sam nous l'interdit. Alors moi, je vais vous dire une chose. Je suis restée, moi, sur la révolution iranienne de 1979, qui a déclaré la guerre non seulement à l'Amérique, à Israël, mais à tout le monde occidental. L'Iran, on ne lit aucune information utile contre l'Iran de ce côté-ci de l'Atlantique. Il faut bien le reconnaître. Même en Angleterre, on est très très mal informé sur l'Iran. Il y a vraiment qu'aux États-Unis, moi je fonctionne en fait comme ce papier que j'ai là, qui vient de la Fondation Héritage par le journal The Daily Signal. Ça c'est de ce matin. Ils expliquent bien que la population européenne est complètement désinformée sur l'Iran. J'ai essayé du reste, pour l'offrir à mes amis, de trouver un livre qu'on m'avait offert à moi, de Ajan Shah Bakhtiar, petit-fils de Chapeau Bakhtiar, qui avait écrit « Moi, espion du Mossad et de la CIA ». Un livre remarquable qui explique exactement ce qui se passe en Iran et qu'on ne trouve plus sur Internet. C'est pas possible, on ne le trouve pas. Il y a véritablement là un trou noir, on ne peut plus trouver ce livre. C'est inquiétant, ça prouve qu'il y a un blocage, qu'il y a une volonté que la population française ne soit pas informée sur ce qui se passe en Iran. Vous avez remarqué aussi qu'en 2009, il y a eu un soulèvement de la population iranienne. Il y en a eu un autre en début 2018. En 2009, c'était à la suite de l'élection de Ahmadinejad. Oui, mais c'était sur des questions sociétales et aussi je crois profondément que la population iranienne subit ce régime des ayatollahs. Et il y a une chose qu'il faut savoir et que personne ne dit jamais de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est que État islamique, République islamique, réfléchissez. Ils ont le même but. L'État islamique que Trump, du reste, a réussi à éradiquer en tant qu'État. L'État islamique était sunnite, certes, mais avait pour but le califat mondial. La République islamique est chiite, mais a le même but, c'est le califat mondial, même s'ils ne vous le disent pas. Et au moment même où l'accord avec Obama, qui était vraiment le dindon de la farce, l'accord avec Obama était en train d'être signé, l'encre n'était pas encore... L'Iran continuait tout pareil. Sur le nucléaire. Les chiites n'ont quand même pas les mêmes prétentions expansionnistes que les sunnites. C'est ce qu'on croit, mais... Ils voulaient juste récupérer leur arc Syrie-Liban, qu'ils vous disent. Régional. C'est ce qu'ils vous disent. Mais c'est pas vrai. Les think tanks américains qui travaillent sur la question disent justement qu'ils sont plus inquiétants que le reste des pays arabes, beaucoup plus. C'est normal qu'ils veuillent se défendre puisqu'ils sont entourés de bases américaines et que on va mettre les choses au point nucléaire. Je dis pas que vous n'avez pas des arguments valables. Je suis d'accord, mais il y a une seule chose. Réfléchissez. Ayatollah, arme nucléaire. Mais justement, sur le nucléaire, est-ce que le nucléaire iranien n'est pas essentiellement à destination des sunnites saoudiens? Parce que c'est ça l'ennemi héréditaire, vous savez, pour les Iraniens. Pour eux, oui, c'est mais les non, je pense pas. Sunnites saoudiens. Je pense pas. Et on sait très bien que si les Saoudiens n'ont pas l'arme nucléaire, il suffit de faire appel au nucléaire pakistanais. Les Pakistanais sont tout prêts à mettre à leur disposition. Je n'ai pas d'informations là-dessus, je ne saurais pas vous dire. C'est ça le problème. Je n'ai pas peur des Saoudiens, mais je trouve les ayatollahs iraniens très très inquiétants. Disons que moi, je n'ai pas une confiance absolue non plus dans le royaume saoudien. Vous savez ce qui s'est passé avec Khashoggi, là? C'est quand même le fait des Saoudiens et pas des... C'est très intéressant ce que dit Pierre, parce que si vous lisez la presse américaine conservatrice, vous lisez exactement le contraire. Vous lisez que c'est le gouvernement des ayatollahs qui met la pagaille partout au Moyen-Orient, qui sème le chaos partout, et notamment au Yémen. Vous voyez, on a des informations mais les Houthis, diamétralement opposées. Les Houthis ou les Houthis, qui sont une population là, vous m'entraînez dans des... du Yémen,
ont quand même été victimes d'une agression de la part de l'Arabie Saoudite. Moi, si vous voulez, je pense que pour dépasser le débat, car nous ne serons pas d'accord là-dessus. Je crois que nous n'avons pas les mêmes informations. C'est surtout ça la question. Peut-être aussi, mais il faut voir aussi le rôle de l'État profond américain. Est-ce que les intérêts de l'État... non, la question de la réponse. Les intérêts de l'État profond américain ne sont pas ceux de la politique de Trump. Est-ce que l'État profond n'a pas intérêt à un conflit avec l'Iran? C'est ça la question. Est-ce que vous pouvez, Olivier, définir ce qu'est l'État profond pour nos téléspectateurs? Deep State. Bon. Oui, c'est le marécage, vous savez, c'est-à-dire... Alors, il est qualifié de marécage, en effet. Mais en réalité, ce sont... Par exemple, qui a perdu les élections? Ce sont des personnels administratifs que le président qui arrive ne peut pas licencier parce qu'il y a la fameuse loi Stapleton de 1883, je crois, qui est venue contre le système des dépouilles et qui l'a considérablement restreint. Donc Trump n'a pu licencier, il l'a même pas fait, n'aurait pu légalement licencier qu'une dizaine, que 10%, pardon, du personnel de ces administrations. Donc ce personnel, les présidents passent, mais le personnel reste. Donc c'est ce qui fait qu'il y a comme ça des... Le Pentagone. Une dynastie de fonctionnaires. Voilà, tout à fait. Le Pentagone, le FBI... et dans une certaine mesure la CIA. Bon, nous avons aussi les fonctionnaires tels que vous les avez nommés, la justice aussi, le ministère de la Justice, c'est l'État profond. Comment dirais-je, tout ce qui est élitiste. Voilà, la justice, les médias d'information, les médias de divertissement, le monde académique. Oui. Tout premier. Beaucoup. L'industrie de l'armement. Non, l'industrie de l'armement moins. Complexe militaro-industriel. Non, ça c'est plus aussi exact. Hein. Il est plus favorable à Trump. En tout cas en partie. Trump a augmenté le budget. Oui, complètement. Donc ça serait, je dirais, véritablement les moins corrompus. Non, là il y a beaucoup de, comment dirais-je, non, je pense pas, Olivier Pichon, que même dans l'État profond, on ait intérêt à une guerre, quelle qu'elle soit, avec qui que ce soit. Je pense pas ça. Et l'État profond, de toute façon, était pour Obama, qui lui voulait... voilà. Donc, l'État profond sous Trump... je ne sais pas quelles sont ses visées, mais Trump ne facilitera rien il ne veut pas non plus de guerre avec l'Iran. Il veut simplement les mettre au pas. Et ce qu'il veut, même s'il dit qu'il ne veut plus de, vous savez, le changement de régime imposé par les États-Unis, c'est la fracture avec les néoconservateurs. On n'oblige plus désormais à un changement de régime. Je pense que néanmoins il veut y arriver par des moyens détournés comme les sanctions. Et je crois qu'il a raison, parce que le peuple iranien n'attend que ça. Le peuple iranien qui s'est révolté par plusieurs fois contre les ayatollahs attend un coup de main de l'extérieur. Et là, l'Amérique, vous verrez, mais ce coup de main de l'extérieur, il est parfois trop téléguidé par l'Amérique. C'est le premier inconvénient. D'autre part, c'est vrai que les Iraniens sont un grand peuple. Ce sont des jeunes vieilles civilisations. Et ça, c'est important, je crois, d'en tenir compte. Mais s'ils veulent se débarrasser de leur régime, il faut quand même savoir, je le tiens d'informations récentes, que le peuple iranien s'accommode très bien de la situation. Il trouve des systèmes, des plans B parce qu'ils sont débrouillards. Répondre aux sanctions. Je pense qu'il y a quand même une véritable dichotomie entre ce peuple, qui est un peuple cultivé, remarquable à beaucoup de points de vue, qui est véritablement beaucoup plus adapté à la modernité que beaucoup d'autres peuples de la région, et ce régime qui est véritablement stupéfiant de brutalité et de dissimulation aussi, parce que le niveau de duplicité de ces ayatollahs est extraordinaire. Ils veulent passer pour modérés par devant, et on sait que la plupart des ambassades iraniennes dans les pays occidentaux couvrent en fait des menaces de terrorisme, très souvent. Evelyne Josselin, si on peut rapidement parler des relations entre la Russie et les États-Unis, nous, d'Europe, on voit un petit peu ces deux personnages, Poutine et Trump, un peu comme étant, ce que je disais tout à l'heure, des représentants du style populiste, et pourtant ils ont encore beaucoup de points d'achoppement, notamment sur les conflits en Syrie, en Ukraine, et sur les sanctions économiques imposées à la Russie. Comment vous expliquez que, alors que pendant sa campagne, Trump avait dit qu'il voulait se réconcilier avec la Russie, comment vous expliquez que ces relations soient toujours aussi tendues? Alors c'est très intéressant cette question, parce que il y a un rapport avec les élections récentes. Vous savez, comme les démocrates sont arrivés, ils veulent relancer la fameuse enquête Mueller, qui prétend sans aucune preuve,
et sur des mensonges véritablement Oui, Trump a dit que fabriqués c'était un par là. hoax l'autre jour. Tout à fait, c'est un canular, faux, quoi. un canular extraordinaire. C'était de la dimension Sur la du participation canular de la Russie. du canular du climat, vous savez. Voilà. Voilà. Donc sur la soi-disant collusion entre d'intérêts et conflit d'intérêts entre les États-Unis et la Russie de Monsieur Poutine. Et donc si cette enquête est complètement bidon et a dépassé largement ses attributions, puisque Mueller a lancé des enquêtes vraiment tous azimuts et à cause de cela, eh bien la situation entre la Russie et les États-Unis n'a pas pu avancer d'un pouce. Trump aurait voulu, et je crois que Bolton, j'adore Bolton, je pense que c'est une des meilleures choses que Trump ait fait d'appeler Bolton. Bolton voudrait qu'il y ait un dialogue qui s'instaure entre Poutine et Trump pour voir, on ne sait pas jusque-là. Et moi, je fais partie des gens qui préfèrent être méfiants à l'égard de Monsieur Poutine. Trump et Bolton voudraient voir s'il n'y a pas des passerelles entre lui, s'il n'y a pas des moyens de trouver, si en fait on sait qu'il y en a, s'il n'y a pas beaucoup de sujets communs sur lesquels on pourrait travailler, notamment dans le cadre de cette mondialisation galopante qui est contre l'intérêt des peuples et contre donc le nationalisme. Donc peut-être qu'il y a des choses à faire avec M. Poutine. À cause de cette enquête de Mueller, ça n'a pas été possible. La situation est bloquée. C'est pour ça aussi que Trump a licencié, enfin demandé à Sessions de démissionner parce que Sessions, et c'est là, on n'a pas eu le temps de terminer tout à l'heure, Sessions s'était récusé. C'est pas ça. Ne le traitez pas du tout. Ah oui, c'est ça. À peine nommé, à peine avoir réussi à passer par les fourches codines du Congrès, parce que sa nomination, comme celle des autres, a été laborieuse. Eh bien, à peine devenu ministre de la Justice, a dit moi, je me récuse de toute affaire russe. Oui. Autrement dit, il a laissé tomber Trump comme ça. Et donc voilà pourquoi Trump, malheureusement, a dû se séparer de lui. Et c'est très très dommage, parce qu'on a perdu un merveilleux sénateur et on n'a pas gagné un ministre de la Justice. Et donc maintenant, il se retrouve avec un ministre remplaçant jusqu'à ce qu'il en nomme un autre qui doit passer par encore l'examen du Sénat. Donc effectivement, il y a moyen peut-être de faire quelque chose avec la Russie. On ne le saura véritablement qu'une fois cette enquête terminée. Cette enquête Mueller doit être terminée. Et vous on en pensez est à vraiment quelque chose. que Trump est de bonne, je veux dire, il est réellement impliqué dans un processus de réconciliation avec la Russie? Non, je dis pas qu'il est impliqué dans quoi que ce soit. Enfin, je dis qu'il est ouvert. Annoncé, voilà, il avait annoncé qu'il était ouvert. D'accord. Il est impliqué dans rien du tout. C'est pas le terme exact. Je pense qu'il est pour l'ouverture. Il voudrait voir s'il sait tout sur le dossier. C'est quelqu'un qui apprend très vite. Il a en 2 années, je peux vous assurer qu'il apprend très très vite. Il doit connaître à fond ce dossier russe. Il veut voir maintenant par lui-même ce que lui peut faire. Et je pense qu'il est de bonne volonté. Et il veut que ça. Avec Poutine, ce qu'on ne sait jamais, c'est est-ce qu'il est véritablement un ami de l'Occident ou un ennemi de l'Occident. Je crois qu'il faut que cette question arrive à être débattue. Mais est-ce qu'il a montré qu'il était un ennemi justement de l'Occident? Par plusieurs aspects, oui. Mais est-ce que justement l'Occident n'a jamais a toujours essayé de l'encercler? L'Occident, il est partagé entre, vous savez, d'un côté, il y a la gauche américaine et l'Union européenne qui sont très à gauche. Oui. Et puis de l'autre côté, il y a tout ce que vous appelez les populistes, les gens qui, justement, sont de bonne volonté, veulent d'abord l'intérêt des peuples, voudraient l'entente avec, parce que ça serait ridicule d'être ennemi avec la Russie, préféreraient justement avoir un Poutine sympathique à nos idées que le contraire. La première chose, ce serait de lever les sanctions contre la Russie, par exemple. Oui, mais là, les sanctions, il les a maintenues, justement, à titre temporaire. On va voir. On va voir. Voilà. Nous arrivons il y a une autre chose que je n'ai pas le temps de dire. Entretien, sans avoir épuisé, évidemment, toute la matière. Mais dites-le. Oui, en tout à l'heure, conclusion. quand on parlait des peuples tout à l'heure, il y a une jeune femme, l'autre soir à la télévision, qui m'a dit, vous vous rendez compte, Trump, il a traité de shitty holes, c'est-à-dire trous à rats, pour être poli, les pays d'Afrique. J'ai pas eu le temps de lui répondre que, malheureusement, oui, il a employé ça, mais je maintiens, il n'a jamais insulté aucun peuple africain. Trump est toujours, c'est ça qu'il faut se rappeler, il est toujours du côté des peuples. Oui. Ce qu'il condamne, ce sont les gouvernements corrompus qui détournent l'aide massive qu'ils reçoivent ça pour l'Afrique, au dément de leur population. En effet, oui. Et c'est un peu la même chose avec le socialisme outrancier et le socialisme marxiste en Amérique latine. Trump sait très bien que ces pays sont très beaux et qu'ils ont des populations de valeur. Il le sait très bien. C'est contre les gouvernements corrompus qu'il en a, jamais contre les peuples. Ces chances de réélection en 2020, en un mot?
Oh, c'est trop tôt pour le dire. Trop tôt. Ah, je Je suis pense trop que impatient. oui. Moi, je pense que Le Figaro disait récemment que ses chances étaient Figaro est un grandes. journal de gauche désormais. Oui, mais le Figaro a quand même dit que ses chances étaient très grandes pour 2020. Elles sont très grandes, je le pense aussi. Ah je oui. pense aussi. Ouais, c'est pas la loi, elle est Bon, prophète. on va voir comment il va se débrouiller avec cette chambre contraire, mais je pense qu'il est assez malin. Il va prouver qu'il est le roi du négoce et je pense qu'il va trouver des solutions. Et de toute façon, il continue les tweets et il continue les rallyes. Vous savez, ces rallyes où il y a 100 millions de personnes, Ouais. enfin, 100 000, pardon, 100 millions de personnes qui viennent. Et donc là, ça veut dire que la majorité reste dehors Ouais. par quelque temps Bien sûr. que la météo est décidée. Donc ces gens viennent l'écouter. C'est quand même des signes. Personne d'autre que je sache n'a de telles prouesses. Donc il y a des chances pour qu'il soit réélu. Mais on verra bien. Moi, je ne suis pas Madame Soleil, je ne sais pas. Merci, Evelyne Josselin. Merci moi de qui nous avoir vous éclairé remercie. sur l'Amérique, sur Trump et sur le monde. Merci ce qui était beaucoup. un vaste programme. Merci, madame. Merci à Au vous. revoir, Pierre. À bientôt. À Et bientôt. puis, vous reviendrez nous parler de Trump et de D'accord. l'Amérique. D'accord. Merci bien. À bientôt, chers téléspectateurs.